Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête proposée par l'Académie Grifasi, numéro 84. Bonjour Caroline. Bonjour Anastasia et bonjour à tous. Comment vas-tu? Eh bien, très bien. Et toi, comment tu vas par cette belle journée ensoleillée? Très bien, merci. Prête pour une nouvelle investigation? Allons-y. On y va alors. Voilà. Tu peux te installer déjà confortablement, bien fermer les yeux et je t'invite à prendre une très profonde et très belle respiration pour relaxer et relâcher toutes les tensions dans ton corps. Je vais commencer ma décompte de 10 à 1. Et maintenant, Caroline, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, je t'invite à te connecter au mot déjà vu. 1, 2, 3. Connecte-toi au mot déjà vu. Comment tu sens, Caroline? Ça va? Ça va. Bien. Connecte-toi à un être humain au moment avant qu'il n'ait déjà vu. Que perçois-tu ou que visualises-tu? Il traverse un filtre. Il passe d'une zone à une autre. Comme si c'était d'un décor à un autre. Et ce qui le met dans un autre espace-temps. Ces deux scènes qui se déroulent en même temps où il se déplace dans ces deux scènes. Et il y a une forme de lignes de temps qui se mélangent. Alors l'image qui me vient, c'est comme si, au lieu de continuer sur sa ligne de temps, c'est une image, hein, ça ne veut pas dire qu'il fait comme ça vraiment, il va tout droit. Et quand il y a du déjà vu, il passe sur une autre ligne de temps et ça le dévie de la ligne droite. Comme s'il faisait une bifurcation avant de revenir sur sa ligne de temps. Donc le déjà vu, c'est, il se dit bien, mais je connais, je l'ai déjà vu, parce qu'en fait, il y est aussi sur cette autre ligne de temps, ou espace-temps. Bien. Ok, tu quittes cette situation. On cherche dans l'éther ce qui provoque la manifestation de déjà vu chez les êtres humains. Que visualises-tu par rapport à ce sujet?
C'est un élargissement du champ de perception qui ouvre les sens et la vision et aussi la conscience que l'être est multidimensionnel, qu'il n'est pas uniquement sur sa ligne de temps, mais qu'il est également sur des lignes de temps parallèles ou des espaces-temps, en fait sur plusieurs vies en même temps. Et comme ces différentes vies émanent du même être, il vit à la fois. Toutes ces parties de lui vivent en même temps et donc l'information lui arrive à lui, cet être-là, simultanément. Voilà pourquoi ça se rejoint. Alors le déjà vu n'est pas forcément un passé ou un futur, mais c'est vraiment le mot simultanéité qui revient. Oui, intéressant. Bien. Observe ce phénomène par rapport à ce qui se passe au niveau cérébral. Alors, je vois le cerveau qui est très actif, lumineux, puisqu'il y a beaucoup d'influx nerveux, de messages neuronaux, d'impulsions. En fait, c'est ça, il y a vraiment une activité électrique intense et qui forcément se connecte aux autres cerveaux de l'être. C'est en fait, si je reviens sur un seul être, enfin un seul individu, son cerveau s'active ou active des parties qui ne le sont pas habituellement. À l'état lambda, ce ne sont pas des zones qui sont nourries ou qui fonctionnent. Donc en fait, on a tous en nous, c'est pas, oui, peut-être on peut dire une capacité, mais cette possibilité de voir, de percevoir, hein, et de ressentir d'autres espaces-temps et d'autres dimensions, sauf qu'on n'active pas cette possibilité, qui ne se fait pas forcément consciemment. Cela se fait. Alors, ça arrive à certains moments pour certaines personnes, car il y a une compréhension à avoir. Mais de plus en plus, cela va se développer, cela va survenir. C'est juste qu'on n'y prête pas suffisamment d'attention. On balaye ça en se disant, bon, c'est une impression fugace qui n'a pas d'intérêt et on l'expulse en se disant, «Oui, c'est bizarre, mais voilà». Et dans la croyance, générale, à voilà, une construction mentale dans le sens, c'est nous qui le reconstruisons sciemment à partir d'impressions, peut-être de rêves ou de ce qu'on nous a raconté, mais on ne va pas le prendre au sérieux. Alors voilà pourquoi aussi ces zones du cerveau ne sont pas plus actives, puisque on ne va pas y prêter plus d'attention et donc y mettre de l'énergie.
Mhm. La question suivante. Observe la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Où se produit un déjà-vu? Que perçois-tu? Que visualises-tu? Ça ne me parle pas là, c'est plus la mémoire inconsciente qui est là. Le court ou long terme, c'est pas en ces termes. C'est parce que si je me fixe sur la mémoire à court terme, alors ça signifie bien que c'est une construction mentale. Je suis en train de me dire: «Ce déjà vu, c'est quelque chose que je viens de vivre et que je modifie dans ma scène intérieure». Donc c'est bloqué au niveau du mental. Si je me fixe sur la mémoire à long terme, donc ce serait la mémoire du passé de l'individu, et à ce moment-là, on en revient encore au mental qui reconstruit la scène à partir de ce qui a été vécu dans le passé, un événement de l'enfance par exemple, et qui est réinterprété dans le présent, à partir vraiment de quelque chose qui est élaboré, réfléchi, structuré, et ça reste toujours au niveau du mental. Le déjà vu n'est pas du mental, le déjà vu c'est du ressenti. Un ressenti de vibration, oui, vibratoire, un ressenti d'énergie qui va, à partir de ce ressenti, nous construire une image. Mais ce n'est pas d'abord une structure de la pensée qui force presque le, enfin qui force à dessiner une scène. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais alors c'est Oui. peut-être clair dans ma tête, mais Mais oui, c'est clair, oui. oui, voilà. Hein, Bien, donc la très bien. source est différente, enfin le point d'origine est différent. Oui, très bien. Y a-t-il un rapport entre déjà vu et devenir atavique, résiduel ou plutôt primordiaux de la partie subliminale? Oui, non, en partie. Est-ce qu'il y a une différence? C'est ça la Est-ce qu'il y question? a, est-ce qu'il y a un rapport, Un rapport? rapport entre déjà vu et le souvenir atavique, résiduel ou plutôt primordiaux de la partie subliminale? Oui, c'est lié. Je vois des liens, en fait, et ces liens, je les visualise par des fils, qui font des connexions, qui envoient des informations, qui Mhm. nourrissent. Donc Oui, quelle oui, c'est ça, relation? Oui. c'est le champ Oui. informationnel. Mhm. C'est parce qu'on est toujours connecté à ce champ informationnel, c'est juste qu'on n'y prête pas attention. Et à travers ces impressions de déjà vu, ça nous reconnecte. Enfin, c'est pas que ça nous reconnecte, on est toujours connecté, mais ça nous fait prendre conscience. Ça fait remonter à la conscience, voilà. Ça nous dit, eh bien, il faut s'y arrêter, il faut ressentir et accueillir. Parce que tout est message, tout est information, et c'est de décoder presque. Mhm. C'est ce qui est vécu, oui, par la partie subliminale, parce que c'est l'être, peut-être l'être primordial, qui lui reçoit toutes ces informations dans toutes ces expériences des différentes vies ou incarnations,
qui sont interreliées, puisque l'une influence sur les autres, et tout est dans la réciprocité. Ça fait comme une chaîne comme ça, et presque comme des racines, oui, des racines, comme des arbres hein, qui se déploient. Il y a beaucoup de ramifications et qui ensuite se concentrent pour faire monter la sève. La sève, c'est l'information jusqu'à un point central. En fait, c'est très lumineux tout ça. Moi, je vois que c'est très pur, très cristallin. C'est des jolies sensations. Bien. Un phénomène dysfonctionnel. Je Oui. n'ai pas entendu la question. Anastasia, je n'ai pas entendu la question. Un phénomène dysfonctionnel de nature psychique. Peut-être. Un phénomène fonctionnel de nature psychique peut-il Oui. Créer un déjà-vu. Un phénomène fonctionnel. Alors, en entendant Dysfonctionnel. dysfonctionnel. Phénomène dysfonctionnel de la nature Oui, voilà. psychique. Parce que quand j'entendais fonctionnel, en fait, je voyais que c'était pas correct. Et oui, c'est Dysfonction de la nature dysfonctionnel. psychique. Oui, dans le sens où il y a une création artificielle. Voilà ce qui me vient. Parfois, il y a des interférences et ça crée presque des images imposées. Et là, il n'y a pas de ressenti. Ce sont des images comme des écrans, oui, des écrans, hein, comme un film qui passe. Et là, c'est artificiel. Donc, ça nous force ou ça nous bloque dans des scènes, donc du déjà vu superficiel, pour nous détourner de la vraie connexion. Là, c'est du faux. Et c'est alors quelque chose de désagréable. À ce moment-là, ce sont des images, des sensations désagréables, comme un cauchemar. On ressent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et là, je vois plutôt sombre. Ce sont des énergies sombres. Ça enferme, ça fait peur, ça fatigue, ça isole. Là, au contraire, il n'y a pas d'interconnexion, il n'y a pas de diffusion et de rayonnement. Au contraire, ça coupe, ça ratatine, je veux dire, ça enlève la lumière. Ah bah c'est ça, en fait, le but c'est de détourner de la lumière originelle. Okay. Ça, je vois un cube même, c'est prison. Intéressant ça, oui. Le déjà vu sont tous du même type? Oui, non, en partie. Et quel type déjà vu peuvent survenir à ce moment-là? Différents types sont différents types. Type quoi? Non, le déjà vu, c'est puisque ça passe par les sens, ça va se ressentir différemment. Alors, cela peut être une image, comme un souvenir. Cela peut être une odeur,
Et là aussi, oui, on peut le ramener à des souvenirs, mais en même temps, c'est pas forcément quelque chose qui a été vécu par l'individu dans cette vie. Des sons, des rencontres. Parfois, on rencontre quelqu'un et on se dit intérieurement, je le connais. Ça fait partie du déjà vu. Le déjà vu, c'est la conviction profonde, pas mentale, mais vraiment qui vibre en soi, que c'est du connu, du familier. On ne trouve pas quoi, comment, mais c'est vraiment là. C'est une évidence absolue. Oui, c'est ça, c'est presque, on est dans l'absolu. Donc, différents types, parce que ça peut passer par différents canaux. Et là aussi, tout est vraiment ouvert, puisque le champ informationnel est infini, c'est un spectre très élargi et avec toutes les possibilités. Très bien. Le déjà vu peut-il être lié à des phénomènes de clairvoyance ou de perception extrasensorielle, de précognition? Si? Oui, Bon, si c'est lié, puisque ça élargit bien la conscience, donc les perceptions, les compréhensions. Quand on parle de clairvoyance, c'est simplement ça, c'est vraiment on ouvre les canaux pour capter toutes les informations. Il n'y a plus le filtre ou l'entonnoir qui passe par un mental qui veut couper, mettre en forme pour contrôler, et surtout ce mental a besoin de ne prendre que ce qu'il connaît déjà. Ce qu'il ne connaît pas, il ferme la porte et d'ouvrir sans peur. Alors, c'est vrai que quand je dis mental, c'est aussi animé par la peur de l'inconnu, la peur de ce qui n'a pas de sens, la peur de sortir de la norme générale, qui en soi n'est pas la norme absolue. La peur d'être rejeté si je fais part de phénomènes non partagés par le plus grand nombre. Donc c'est ça, tout ce qui permet d'ouvrir pour atteindre l'équilibre, parce que c'est toujours une question d'équilibre. Si j'ouvre au mieux mon canal pour accueillir le champ informationnel, j'accède à l'équilibre primordial. très bien. Est-ce que tu peux encore ajouter d'autres choses pour par rapport à ces liens et ces manifestations? Simplement que pour l'instant, à ce jour, ce qu'on appelle clairvoyance, précognition,
on va le mettre dans une catégorie de personnes qu'on va désigner comme étant haut perché, bizarres, qui font un peu peur, qui sont presque des personnes mutantes, alors que c'est simplement l'évolution naturelle de l'humanité qui sort de son sommeil ou d'un état comme ça d'enfermement, d'obscurité, qui sort de son cube. Là, je revois le cube dans lequel on peut être enfermé, la cave, la prison. Les portes s'ouvrent et la lumière arrive. Et c'est comme ça que ça s'éclaire. En fait, c'est simplement un cheminement pour redevenir ce qu'on est profondément, l'être que nous sommes profondément. Très bien. Y a-t-il une relation entre déjà vu et les rêves? Oui, non, en partie. Et quel genre de relation tu peux percevoir? En partie dans le sens où, à travers les rêves, c'est une manière aussi d'aller dans ces autres espaces-temps. Mais comme ça se fait par les rêves, on ne dit pas que c'est du déjà vu. En fait, le déjà vu va se dire quand on est à l'état de veille, quand on est voilà, actif en journée. Mais à un moment, il y a comme un voile qui se déchire et on passe dans une autre réalité. Alors, la personne va rationaliser en disant: «Ah bah, j'étais dans une rêverie, ah bah, j'ai dû faire un rêve éveillé, j'ai pas fait attention». Mais en fait, c'est c'est pas le rêve, c'est juste que, eh bien, c'est ce passage, un peu ce saut, peut-être un saut quantique, où on va instantanément dans un autre espace-temps, dans une autre ligne de temps, et c'est tout à fait ce qui se passe pendant les rêves. Donc c'est juste une question d'interprétation. Mais on parle quand même les mêmes phénomènes. Les interprétations sont différentes. Voilà. C'est bien ça. Bien. Une autre question. Une relation entre déjà vu et les vies parallèles? Si oui, quel genre de relation? Ah bah oui, puisque ça rejoint ce que je disais, hein, simplement. Oui. Ce sont des sauts comme ça dans les autres vies qui se font simultanément alors les autres vies, les autres dimensions, les autres espaces-temps, puisque toutes ces vies parallèles sont vécues par un seul être, notre être primordial, notre soi supérieur, enfin on l'appelle comme on veut, c'est cet être primordial qui vit plusieurs expériences en même temps, heu, pas parce que c'est son souhait, parce que c'est comme ça, et donc qui reçoit toutes ces informations en même temps, simultanément, et je sais pas, il est très content, donc c'est très bien comme ça. En fait, l'image qui me vient, c'est un corps. On reprend, ouais, c'est ça, l'image du corps humain, c'est nous sommes un corps, une structure, une forme, et à l'intérieur de notre corps, il y a plein d'univers. Donc nos cellules, nos organes, nos tissus, nos muscles, nos veines, nos particules, oui, c'est ça, et tout est vécu simultanément,
Nous recevons l'information pour comment être dans notre entièreté et en même temps, chacun de nos organes, chacune de nos cellules vit sa propre vie, tout en étant interconnecté aux autres organes, aux autres cellules, aux autres tissus. Et l'information est en permanence, tout le temps, sans arrêt, à l'infini, et c'est comme ça. Voilà le parallèle peut-être pour une meilleure compréhension. Très bien. Déjà vu, peut-il être induit? Oui. Si oui, dans quel cas est-il induit? Comment? Oui, parce que ça rejoint la question du dysfonctionnement. Alors oui, c'est comme ça que j'avais perçu la question du dysfonctionnement psychique, puisque c'est, oui, suggéré, forcé, donc induit par de l'artificiel. Et là, comment ça se déroule? Eh bien, je vois des branchements, ouais, et là, ça, c'est pas beau, hein. Oui, ou des implants au niveau du cerveau. Et là, ça fait des interférences ou ça fait des bugs. À ce moment-là, ce n'est plus aussi fluide et lumineux, mais c'est empoisonné. Enfin, ça fait pourrir. Ça vient Il se faire, fait, oui. hein, ça pourrit, ça gangrène, ça coupe et ça fait l'image que j'ai, c'est comme des racines pourries. Donc des racines qui meurent parce que ça a été rongé par des parasites. Et là, bien, ça s'effrite et ça se coupe. Et à ce moment-là, ça fait comme si, oui, à ce moment-là, des connexions, d'autres ramifications, ça se redirige. Ça se coupe avec la partie pourrie et ça va se développer autrement. Et il y a de manière à venir envelopper la partie malade. Alors, c'est étrange parce que ça fait un peu digression ce que je dis, mais vraiment, c'est ce qui vient pour soutenir cette partie qui a été parasitée. Hein, vraiment, à l'image des racines d'un arbre qui va se trouver d'autres chemins pour envelopper et, et guérir cette partie qui a été contaminée. Mais je revois l'image d'un corps humain qui, pareil, quand il y a des parasites, il y a une mobilisation de tout un système pour évacuer, donc protéger les parties qui ont été atteintes. C'est tout le système immunitaire aussi. Donc oui, cette histoire de déjà vu, en fait, ça amène à tout ce lien de toute une structure très intelligente, très lumineuse, très parfaite, très alignée, mais sans forcément qu'il y ait de réaction vive, pas d'hostilité, pas d'animosité. C'est un accueil de cet ensemble. Donc, même s'il y a des systèmes comme ça qui forcent, qui détournent ou qui dénaturent, c'est pas grave en soi, puisque à un moment, ça va se remettre à l'équilibre. Alors sans même que la personne ne s'en aperçoive. C'est pourquoi
dans les vies parallèles et multivies, il y a aussi à faire l'expérience de choses douloureuses, d'expériences négatives. Eh bien, ce n'est pas grave parce que il y a quand même tout un entourage lié aux autres vies. Bien. Ces genre d'expériences, ils sont faites par quelqu'un et dans lequel but? C'est l'état Ah oui, artificiel, déjà vu. c'est l'intelligence artificielle pour détourner de la lumière originelle, mettre des... C'est vraiment séparation, division, isolement, toujours le pouvoir, la domination, pour mettre à l'état de mort, il n'y a pas de mort absolue, mais de peur, d'angoisse, de mort psychique, de mort de l'âme. Dans quel but ces expériences? Pour faire peur ou pour utiliser l'énergie qui Oui, se oui, c'est toujours, dégage? c'est toujours lié à ça, hein. C'est pour nourrir des énergies obscures qui ont intérêt à aussi avoir cette source-là d'énergie. Enfin, intérêt puisqu'ils ne sont pas créateurs, ne peuvent pas créer cette énergie. Donc, c'est à travers des incarnations du vivant. Voilà. Quand il y a du vivant, il y a forcément de l'énergie, donc ça va venir pomper. Toujours une manière de se brancher à cette source d'énergie. C'est ça. D'où le, c'est comment je vais dire, le sens même du parasite qui ne sait pas trouver seul une source d'énergie, donc va s'agripper à un être vivant pour vampiriser. Si on regarde les pourcentages, combien de pourcents de la population humaine on a déjà été connecté à cet état artificiel de déjà vu? Ah oui, alors là, j'ai un gros chiffre, entre 60 et 70. Ah oui, même plus, hein, ça peut monter. Si je me mets dans une grande ville, ça peut aller de 80 à 90. Si je me mets dans la nature, là, je descends à 40. C'est parce que plus on est dans une grande mégalopole, plus il y a beaucoup de connexions artificielles, plus il y a d'ondes électromagnétiques, et c'est ça qui participe aussi à créer ces fausses perceptions. Oui, parce que le déjà vu est aussi lié à un phénomène hypnotique qui nous met en état comme ça, endormi ou apathique, et qui nous enferme, hein. C'est comme s'il y avait une chape de plomb au-dessus de ces endroits ou ces espaces si, oui, un peu étouffant, hein. On est sous cloche. Est-ce que si l'être humain est réveillé, on dirait au niveau de conscience, est-ce qu'il peut empêcher ce genre d'intervention? Est-ce qu'il peut les ressentir aussi? Oui, c'est-à-dire que plus on va s'éveiller, donc s'élever, se connecter, se reconnecter à son être primordial,
à travers la conscience qui se déploie, ça crée des trous, ça casse, ça fissure cette cloche qui est sur nous. Et à ce moment-là, je vois comme des fils qui se coupent avec cette connexion négative. Et alors, d'autres connexions, et là je revois des racines qui poussent lumineuses, qui vont se remettre sur les racines lumineuses pour être avec notre être primordial. Et aussi, alors, je vois des racines verticales qui vont monter, c'est une image, hein, ça ne veut pas dire que c'est vraiment comme ça, mais c'est l'image qui me vient vers notre être primordial. Et aussi, je vois des racines horizontales qui se connectent à nos autres incarnations ou nos autres vies parallèles. Donc, tout se fait comme ça à l'horizontale et au vertical, dans toutes les directions, et ça fait vraiment un maillage très lumineux pour irradier comme ça d'une énergie rayonnante. Je crois que j'ai même pas les mots pour le dire, tellement ça se diffuse avec douceur, chaleur et amour. Bien. Très bien. J'ai une question. Est-ce que c'est possible de modifier des événements dans la vie du présent si on se connecte aux vies parallèles, aux déjà vues? Oui, c'est possible. Puisque si nous recevons la bonne information, nous pouvons à ce moment-là rectifier. Si on se rend compte que ce n'est pas cohérent, aligné, à l'équilibre quoi. Si on prend conscience que ces informations nous aident aussi dans cette vie de l'ici et maintenant, en ayant déjà cheminé pour bien se recentrer et se dire que les choses ne sont pas dues à l'extérieur. Enfin, ce qui est vécu ne vient pas de l'extérieur, mais ce qui est vécu vient de mon soi intérieur. Donc, à partir de là, je sais que j'ai le pouvoir de modifier, donc de créer autrement. Et si j'ai... Comment je le sais? Eh bien, c'est vraiment par ces informations que on va traduire simplement par « Ah, j'ai l'intuition »,« Ah, je le sais au fond de moi »,« Ah, j'ai compris ». Donc, je vais faire autrement et ainsi va s'ouvrir un autre chemin. Rien n'est inéluctable et déjà prédestiné. C'est à chaque pas que je fais dans l'ici et maintenant, je pose le pavé de mon chemin. Et ce chemin peut se modifier, se redessiner à chaque instant, mais il n'y a pas forcément à anticiper, puisque à ce moment-là, je sais que ça se fait au plus juste pour moi. Et c'est parfait, même si
Dans l'après-coup, je peux me dire: «Je me suis trompée». Puis ça, c'est en vérité, c'est le mental qui va me dire: «Mais tu t'es trompée». Mais si je me reconnecte vraiment à mon soi profond, lui me dit: «Non, vas-y, tu essayes». Tu te dis, bah, tu ressens que tu peux aller dans cette direction, bah, essaye. C'est une expérimentation et même si j'ai un petit peu, trop bifurqué, c'est pas grave, je sais que je vais revenir sur, le chemin qui est au plus juste pour moi. Alors en parlant de chemin, j'ai peut-être fait une digression, je ne me souviens plus de la question, donc je ne sais pas si j'ai répondu en fait, Très bien, tu mais as bien c'est ce qui m'est répondu. venu, donc j'ai suivi le chemin. Très bien. Alors, on peut induire nous-mêmes cet état, le déjà vu. Je ne Ah parle oui, pas d'état voilà, artificiel, l'état c'était naturel. c'était ça. C'est pas forcément induire, mais recevoir l'information. Recevoir, Parce oui. que le message, qui revient depuis tout à l'heure, c'est information. Tout est Dans le but information. de pouvoir des modifications. Voilà, donc comme c'est une information, j'entends l'information. Alors déjà, c'est vrai qu'il faut l'entendre. On peut entendre, mais en même temps, il faut écouter. J'écoute l'information, je m'y arrête un instant et je la regarde pour, «Ah alors qu'est-ce que j'en, comprends?» mais ce n'est pas juste une compréhension cérébrale, intellectuelle, c'est aussi qu'est-ce que je ressens, vis-à-vis de cette information et en même temps, il faut pas trop y réfléchir non plus. L'information, elle vient et si tout mon corps vibre, mais même une petite vibration, je veux dire, mes cellules, elles captent l'information et elles vont s'organiser en harmonie pour m'amener à. Et c'est juste ça. Si je laisse la possibilité ou la, comment je vais dire, la, si j'autorise, non, c'est pas le bon mot. Si je laisse aller, je lâche prise, c'est ça. Eh bien, mon corps va m'emmener vers. Et c'est juste ça. Alors comme mon corps m'emmène vers, c'est énergétique, c'est vraiment ça, c'est un élan pour mettre en mouvement. Le mouvement se dirige dans cette telle ou telle direction. Cela va créer aussi une pensée et j'y vais. Tout passe par le corps en fait. Je ressens. Si ça me paraît léger, j'y vais. Si ça me paraît lourd, mais j'y vais pas. Et là, je peux un peu y réfléchir, mais en faisant le tri. Et là, je vois, c'est ça. Il faut faire le tri entre ce qui encombre pour trouver la bonne, la bonne chose que je voulais et je l'ai. Et c'est comme une caisse à outils où, ah mince, il y a un amoncellement d'outils, de petites choses, je farfouille et tiens, ah bah ça y est, j'ai trouvé la vis que je voulais, mais il a fallu d'abord que je déblaye dans un premier temps. Très bien. On va faire une petite exploration peut-être. Essaie de trouver dans l'espace éthérique une personne qui a le phénomène déjà vu avec une vie parallèle. Que perçois-tu? Est-ce que tu peux décrire les images qui viennent? Alors c'est une jeune femme, il semble qu'elle a entre 25 et 30 ans. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, je la vois qui est triste, elle est malheureuse. Elle se sent seule, elle se questionne sur sa vie amoureuse.
sa capacité à aimer ou à être aimée, oui, elle n'est pas heureuse en couple. Ses relations ne tiennent pas. Elle a peur. Ah, c'est ça, à chaque fois, elle se fait quitter. Elle ne comprend pas. Et elle supplie l'homme qui la quitte. Ça la rend vraiment malheureuse parce que elle sent bien que c'est pas ça, c'est pas ce qui est bon pour elle. Et en même temps, elle peut pas s'en empêcher. Sauf qu'après, ah oui, donc elle se retrouve. C'est bizarre, elle se retrouve dans un château. Château. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce château? Dans la vie parallèle, Oui. Ah, elle est un homme. C'est un comte de la noblesse. Elle fait partie de la noblesse. Et donc, en tant que noble, eh bien, il a tout. Donc, il a un château, il a des domestiques, hein, des serviteurs, il a des terres, il est là, il est hautain. Alors, en fait, c'est quoi le phénomène qu'elle vit? C'est qu'elle est la jeune femme et elle se retrouve dans un château. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait dans ce château. Et elle est venue là, dans ce château, parce que dans cette vie où elle est un homme, un noble, qui est méprisant envers les femmes, il multiplie les relations, il traite mal les femmes. Pour lui, ce sont des objets de jouissance, puisqu'en plus, il a le pouvoir, il a l'argent, il a la prestance, il a le titre, il attire toutes sortes de femmes. Et il ne les respecte pas, sauf qu'il ne se rend pas compte qu'en faisant ça, il ne se respecte pas lui-même. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qu'il croit, il est ainsi dans l'illusion que il est heureux comme ça. En vérité, il n'est pas heureux. Il est aussi malheureux parce que finalement, il ressent la même chose que la jeune femme, la peur de ne pas être aimé et de savoir aimer. Voilà pourquoi il est aussi dans ce besoin d'être entouré. À sa manière, lui-même s'agrippe aux femmes. euh, il supplie aussi les femmes de l'aimer, sauf qu'il va le traduire autrement. Son ego va lui faire croire qu'il a le pouvoir. Il domine, alors que vraiment... et c'est ça. Alors, sauf que c'est la jeune femme de l'époque contemporaine, on va dire, qui, elle, fait ce voyage dans cette autre vie. Alors c'est ça, mais elle observe, hein, en train de vivre lui. Et c'est elle qui doit prendre le message pour elle. D'accord, en fait, c'est ça l'information, que ce qu'elle vit dans sa vie de jeune femme est en résonance avec ce qu'elle vit dans sa vie d'homme. Et tous les deux ont à se soutenir. Mais ça doit passer par la jeune femme qui va changer sa manière d'être, sa perception de sa réalité et de sa vie. Prendre des décisions pour se remettre dans ce qui est juste pour elle. Donc déjà, c'est une compréhension, je veux dire, émotionnelle, psychologique et mentale. Et ainsi, je la vois qui va commencer des soins. Elle va faire une psychothérapie, elle va comprendre aussi son passé de petite fille, de sa relation avec son père, avec sa mère, des modèles, des liens d'attachement, de ses expériences, ses rencontres, pourquoi elle fait tel choix. Ça va vraiment l'aider. Ça, c'est une première couche. Ensuite, elle va explorer plus aussi là vers peut-être des domaines spirituels et élargir
sa compréhension de la vie en général, et elle va aussi consulter des médiums pour comprendre, parce qu'elle a pris. Alors à la fois, ça l'a fascinée de vivre ce voyage, mais à la fois, elle a pris peur aussi, en se demandant si elle n'avait pas des hallucinations. Donc c'est pourquoi elle va voir d'abord un psychothérapeute pour être sûre qu'elle n'est pas atteinte voilà, d'un trouble psychique. Et puis aussi de consulter des médiums pour avoir le message également, et surtout la compréhension que bah, effectivement, il y a d'autres réalités, il y a de l'invisible. Et c'est là qu'elle aide également son autre masculin qui vit cette vie-là, et sans même qu'il se le dise ou s'en rende compte consciemment, il va changer son comportement. Parce que l'information lui est arrivée par donc les vibrations, oui, les informations, par le champ informationnel, et bien qu'il devait se modifier. Sans lui qu'il ait eu besoin d'aller voir un médecin, son curé, bon, parce que son époque à lui n'est pas forcément de psy, mais à force, en fait, c'est ça, c'est lui reçoit les informations, mais il reçoit aussi des informations par son entourage, à force de vivre des souffrances, à force d'entendre les gens autour de lui, que ce soit les femmes qui souffrent et qui lui disent là tout ce qui lui renvoie tout ce que lui leur fait vivre à travers ses amis, etc. Donc c'est ça qui se déroule, cette interconnexion en permanence, voilà, de cette vie à l'autre vie. Et en même temps, ces deux vies-là sont un peu mises en avant, mais en réalité, ça se diffuse dans toutes les autres de cet être. Parce qu'en partant de cette jeune femme, en fait, je vois les autres ramifications. Autre ramification, oui, pardon. Oui, de toutes ces autres vies parallèles, et ça agit sur toutes ces autres incarnations, en fait. Partant de cette jeune femme, ça se diffuse pour elle, pour l'être qu'elle est. Bien, c'est intéressant, information intéressante, oui. Est-ce que, j'ai une question, est-ce que nous devons être plus attentifs dans ces phénomènes-là et pouvoir les distinguer si c'est artificiel ou si ça provient de nous-mêmes pour pouvoir évoluer dans la vie? Alors plus on y prête une attention, mais sensorielle, pas mentale. Le mental doit venir en second. Le mental, on en a besoin pour après comprendre. Dans un premier temps, si nous vivons ce phénomène, c'est intéressant de s'y arrêter. D'abord, qu'est-ce que je ressens? Tiens, j'ai eu ça. Ah, ça me fait quoi dans mon ressenti? Quelles émotions, quels sentiments me viennent? Qu'est-ce que ça me fait dans le corps? Est-ce que, ah, il y a quelque chose qui vibre et, ah tiens, c'est intéressant? Ou est-ce que, oh là là, je me sens pas bien, j'en veux pas, c'est très bizarre. Mais ce n'est pas forcément lié à la nature de ce qui nous vient. Dans le sens où je peux avoir une image d'un événement difficile. C'est vrai que la première réaction, alors par exemple, je peux me retrouver sur un champ de bataille. C'est vrai que la première réaction, ce serait ah non, je veux pas. Mais en même temps, cette première réaction ne va pas durer.
Tiens, je suis sur un champ de bataille, tiens, c'est quand même intéressant, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est dans ce sens que ce ressenti vibre. Mais si je me retrouve dans un champ de bataille et ah là là, ça va pas du tout, mais ça va se voir parce que cette image, à un moment, ne tiendra pas. On va sentir que ça pique. Oui, c'est ça, et là, ça me pique, comme si je recevais des coups d'aiguille. Et là, non, là, je m'en vais. C'est ça la distinction qu'on peut avoir entre, l'artificiel et l'authentique. En d'autres mots, entre le sombre, et le lumineux. Très bien. Mais bon, je pense qu'on a fait une belle enquête. On peut déjà rentrer à la maison. Je peux remercier tous et tout pour qui nous a permis de mener cette enquête, s'il te plaît. Ça y est. Et tu te déconnectes de tous ces êtres, des personnes, de tout ce que tu as vu pendant la session, pendant cette investigation. Et on va rentrer à la maison. Ça va, Caroline? Comment tu Eh te ben, très sens? bien. Ah, très bien. C'était une belle enquête. Eh ben oui, écoute, c'est toujours un beau voyage, hein, moi je trouve. Magnifique. Voilà. Je te remercie, toi, Merci. pour cette investigation. Et je remercie également tous et toutes qui ont participé à cette enquête. Et on se verra pour la prochaine investigation. Je souhaite à tout le monde excellente soirée et à bientôt. Merci à tous, à bientôt. Au revoir, Caroline. Au revoir. Au revoir. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che
ci sta dicendo? Perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri.
questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni,
in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio
Investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.